Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce BIM Talk organisé par BIM Africa, que je remercie chaleureusement pour cette initiative et pour cette invitation. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de la valeur de la capture de la réalité dans le process BIM ou Building Information Modeling. Avant de démarrer, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Faiz, je suis le directeur régional Northwest Central Africa. Je suis diplômé de l'ESTP Paris, l'École spéciale des travaux publics, filière topographie. Je suis dans le groupe Hexagone depuis 13 ans et je suis passionné de nouvelles technologies, dont la lasergrammétrie ou technologie de scan depuis plus de 10 ans, puisque j'en avais fait mon projet de fin d'études à l'époque. Je suis par ailleurs aussi spécialiste dans les relevés topographiques via diverses façons appliquées aux sciences forensics. Sans plus attendre, j'aimerais entrer dans le vif du sujet avec vous et revoir rapidement quelques définitions avant d'entrer dans cette fameuse valeur ajoutée de la capture de la réalité dans le BIM. Mais avant tout, qu'est-ce que la capture de la réalité? En quelques mots. Et aussi, qu'est-ce que le BIM? La société pour laquelle je travaille, les Systèmes, a pour objectif de créer des écosystèmes connectés, autonomes pour des industries que nous servons, en fournissant des solutions numériques qui améliorent la productivité et la qualité dans des applications de fabrication, d'infrastructures, de construction, de sécurité ou de mobilité. Notre mission est de permettre des écosystèmes autonomes de plus en plus et à l'avenir qui sont d'abord numériques et axés sur les données avec des personnes, des processus et des machines connectées à l'infini. On parle beaucoup aujourd'hui de IoT ou AI. Ce sont exactement des outils qui sont aussi très liés au domaine que nous allons appliquer aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, le terme capture de la réalité peut être nouveau. Pour d'autres, vous en avez déjà peut-être entendu parler. En quelques mots simples, en regardant notre monde par la fenêtre, nous constatons que notre réalité peut être capturée par plusieurs technologies. Par des appareils photo simples, par un balayage laser sous forme de technologie LIDAR, des images thermiques ou autres. Aujourd'hui, nous parlons de réalité capturée ou de capture de la réalité. L'idée, c'est d'avoir un process qui nous permette de rendre notre environnement lisible par des procédés de machine learning. L'objectif in fine étant de planifier, de faire du design et d'exécuter. La capture de la réalité a remis en question bon nombre de principes et d'utilisation d'outils depuis des décades aujourd'hui. Sommes-nous à même de continuer à utiliser des outils de collecte ou de relevés topographiques anciens ou ancestraux? Est-ce que cette capture de la réalité ne nécessite pas une nouvelle approche? Ce sont autant de questions qui nous interpellent et qui nous permettent aujourd'hui de nous remettre en question dans ce sujet qui est très large et qui est la capture de la réalité. Depuis maintenant plus de 20 ans, bon nombre de fabricants de solutions de capture de la réalité se distinguent pour faciliter cette transition, pour aider à faire de cette capture de la réalité un pilier et un maillon important. L'objectif étant de créer un clone numérique de n'importe quelle infrastructure que vous puissiez être en mesure de rencontrer ou n'importe quel projet de construction. On peut citer diverses technologies. Les plus connues restent les drones, les scanners 3D ou des outils de cartographie mobile. Ce sont des outils du présent et non pas du futur, et j'insiste là-dessus puisque ce sont des outils qui sont déjà largement utilisés. Aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi la capture de la réalité? Pourquoi capturer notre environnement à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays? Mais aujourd'hui, il existe plusieurs industries consommatrices de ces données, capturées, et on peut citer la construction, le bâtiment et les travaux publics, la sécurité, l'industrie. Sur cette slide, si nous allons de gauche à droite, nous avons notre environnement, le monde dans lequel nous vivons. Ensuite,
Nous utilisons de nouvelles technologies, dites de capture de la réalité, pour capturer notre monde de façon rapide, précise et exhaustive. Ensuite, nous extrayons de l'information pour créer un environnement précis. S'ensuit ensuite une corrélation entre clones numériques et le monde réel pour créer un monde durable, profitable et en pleine croissance. Mais nous pouvons aussi pousser la démarche plus loin et aller vers la simulation virtuelle. Et aujourd'hui, c'est une tendance de plus en plus en vogue puisque on entend beaucoup parler de AR ou de VR, Augmented Reality ou Virtual Reality. En générant cette simulation virtuelle de notre monde réel, au final, nous menons aujourd'hui 3 objectifs majeurs de n'importe quel chantier de construction, à savoir sa croissance, sa rentabilité et sa durabilité. Il existe aujourd'hui plusieurs outils de capture de la réalité répartis en 3 familles. Les technologies de scanner statique, ce sont des scanners positionnés sur des trépieds. Les technologies de scanner dynamique, ce sont des technologies qui embarquent de la lasergrammétrie ou de la photogrammétrie sur des véhicules ou encore sur des drones. Toutes ces technologies aujourd'hui apportent une nouvelle approche dans la capture de la réalité pour créer un clone digital de n'importe quelle infrastructure. La différence entre l'une ou l'autre se situe au niveau du rendement souhaité et de l'échelle à laquelle cette capture de la réalité doit s'opérer. Souvenons-nous, cette capture de la réalité peut avoir lieu à l'échelle d'un building, d'une route, d'un quartier, d'une ville ou d'un pays. Tous ces capteurs vont nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un clone digital de notre infrastructure, infrastructure au sens large du terme, qu'on appelle souvent un nuage de points. Ce nuage de points se base sur un procédé lasergrammétrique ou d'impulsion LIDAR le plus souvent, ou encore photogrammétrique parfois. Un réel clone digital de votre projet à n'importe quelle échelle. Que votre projet soit dans le domaine de l'infrastructure, de l'architecture, de la construction, la capture de la réalité constitue une base de travail, mais aussi de développement du projet, et ce tout au long du cycle de vie d'un ouvrage quel qu'il soit. Et on le voit ici à l'écran avec des ponts, des bâtiments historiques, des sites industriels ou encore des zones de construction. Parmi vous, qui n'a jamais eu une perte d'information entre la phase design ou étude et la phase terrain? Que cette perte d'information soit minime ou cruciale, cela reste problématique aujourd'hui, pour des chantiers qui se veulent toujours plus grands et par conséquent plus complexes à construire et à entretenir. C'est en cela que le Building Information Modeling permet d'éviter ces erreurs et optimiser un projet, de sa phase design jusqu'à sa maintenance, voire sa démolition. Ici, dans ce talk, je n'ai pas la prétention de refaire une introduction au BIM. Je pense que bon nombre d'entre vous avaient un solide niveau à ce sujet-là, mais je pense qu'il est bon de rappeler 3 points importants et essentiels, en mon sens, qui sont ces piliers liés au process, au capital humain et à la technologie. C'est en ce sens et à la croisée de ces 3 mondes que le Building Information Modeling trouve son essence. Et le BIM, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une histoire de modèle. Il existe à cet effet plusieurs logiciels sur le marché capables d'intégrer des workflows complets, de la capture de la réalité au livrable. Le logiciel étant une partie intégrante de ce process BIM, la capture de la réalité n'en reste pas isolée. Et nous allons voir dans la suite de cette présentation que la maquette n'est qu'une composante du process BIM. Mais avant d'en arriver là, posons-nous une petite question et prenons un peu de recul pour savoir qu'en est-il réellement de l'adoption du BIM aujourd'hui, en 2021. L'adoption du BIM aujourd'hui fait face à différents facteurs et enjeux politiques et économiques. Ma première expérience personnelle avec le BIM remonte dans les années 2010, où le BIM faisait son entrée en France timidement, pays où j'exerçais le métier de topographe. D'année en année, l'adoption s'est améliorée et l'aspect légal s'est aussi développé afin de laisser place à un processus et à des process pour des projets
les plus importants initialement. Sur ce graphique, nous constatons que l'adoption augmente d'année en année. Et cette adoption aujourd'hui ne va que s'accélérer compte tenu des enjeux pandémiques que nous vivons depuis un an. L'un des atouts les plus importants dans ce process est la centralisation de l'ensemble des acteurs d'un projet de construction autour d'une seule et même donnée sous forme, le plus souvent, de maquette. Une maquette vivante qui va au gré de l'avancement du projet évoluer avec son temps, que vous soyez architecte, société de construction, maîtrise d'œuvre, propriétaire ou encore dans le domaine du MEP. L'utilisation du process ou du concept BIM a une vocation particulière puisque c'est un process qui permet in fine de construire n'importe quel projet dans les temps, au budget et selon les spécifications techniques. Et nous allons voir maintenant ensemble quelle est la valeur ajoutée de la capture de la réalité dans le process BIM. Imaginons ensemble que vous ayez à capturer la réalité qui vous entoure sur un chantier de construction. La capture de la réalité vous permet alors de développer le concept du BIM tout en tirant profit d'une nouvelle valeur ajoutée autour de plusieurs axes que nous allons détailler. L'un des premiers axes est le as-built modeling ou drafting, la possibilité de modéliser un environnement sur la base d'un scan 3D fait sur un site réel. Deuxièmement, l'analyse de déformation, la possibilité d'analyser une déformation structurelle sur un chantier. Et là, on peut parler d'un voile béton, d'un radier, d'une voûte, ou d'un escalier en construction. La détection de clash, un outil très pertinent puisque vous serez en mesure de détecter des clashs entre un relevé 3D existant et une future installation. Et enfin, l'échange de données, l'essence même du BIM, la possibilité d'échanger de la donnée de façon précise et pragmatique. Nuages et maquettes ensemble sous un même viewer, par exemple. Regardons d'un peu plus près quelques exemples. Ici, nous voyons un scan 3D d'un parking et son environnement et une maquette 3D, les deux dans un environnement logiciel que vous reconnaîtrez. Ici, justement, nous avons utilisé des technologies de capture de la réalité et nous avons créé un modèle 2D ou 3D efficace et suivant un niveau de détail désiré. Ce relevé aujourd'hui as-built va permettre de documenter intelligemment le bâtiment que vous voyez devant vous, et ce, à un niveau de détail qui pourrait aller jusqu'aux interrupteurs ou plus loin encore. La modélisation complexe dans le milieu de la construction. Ce que vous voyez à l'écran est une structure industrielle qui, en temps normal, est une modélisation très complexe à réaliser sur site et encore plus complexe à relever avec des outils topographiques conventionnels. Les outils de capture de la réalité, type scanner 3D, aujourd'hui, permettent de faire ces scans de façon très rapide et précise, sous des angles difficiles en temps normal, et capturer l'ensemble de la donnée nécessaire. Des données claires, de haute qualité, facilitant l'utilisation d'outils de modélisation. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Il est possible d'utiliser des algorithmes de modélisation automatique permettant de détecter automatiquement le diamètre des tuyaux, les brides et les vannes. La capture de la réalité au service de la maquette 3D. Un autre exemple ici, c'est le contrôle de la déviation de n'importe quelle structure métallique, en l'occurrence, dans notre cas, par rapport à un scan réel. Et ce, avant même une potentielle production de masse ou l'envoi de cette charpente sur le chantier à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc on est capable de scanner l'ouvrage ou cette charpente, de la corréler avec un fichier CAO-DAO au format IGS dans notre cas, et de faire une inspection avec une cartographie d'écart qui va nous permettre d'analyser les endroits où la déviation entre le nuage de points et la maquette 3D est critique. Les grandes infrastructures avec un niveau de détail élevé sont aussi concernées par le Building Information Modeling et par la capture de la réalité. Aujourd'hui, les outils de capture de la réalité permettent de faire des relevés, même sur des distances très grandes, à une très haute précision malgré tout, et de façon sécurisée sur le terrain.
On parle souvent de beam vertical quand il s'agit de building ou de bâtiments. Mais le beam horizontal, pour les projets d'infrastructure, commence de plus en plus à être utilisé. Ici, l'exemple d'un pont, mais on pourrait très bien imaginer une infrastructure ferroviaire ou autoroutière. Un autre domaine où la capture de la réalité rejoint le Building Information Modeling, c'est la détection de clash ou d'interférences. Et cette image, je pense, vaut mieux qu'un discours. Il y a un nuage de points qui est superposé avec un modèle 3D et plusieurs dizaines de clashs ont été détectés. Ça ne vous dit rien? Je vais vous expliquer le principe. Le clash aujourd'hui, imaginez que vous ayez une structure tubulaire, quelle qu'elle soit. Un modèle 3D a clashé sur un nuage de points, c'est-à-dire que vous allez apporter votre outil de capture de la réalité sur le terrain, scanner l'environnement, et ensuite faire corréler le nuage de points avec le modèle 3D. C'est l'étape 1. Ensuite, sur un certain nombre de logiciels, aujourd'hui, nous sommes capables d'appliquer une tolérance pour augmenter le volume à clasher. Et c'est là qu'on voit cette tolérance de couleur rosâtre. Ensuite, on demande au logiciel de réaliser une détection de clash automatique. Et ces clashes vont être identifiés si le volume inclut des points dans le scan. Et donc, les points sont mis automatiquement en évidence. Et cela permet de détecter des conflits entre des données du monde réel et des données du monde de la conception, donc de notre maquette 3D. Cette étape-là est très importante puisqu'elle permet d'éviter des erreurs coûteuses et des erreurs sur le site. Cette méthodologie de clash, qui utilise la capture de la réalité et le Building Information Modeling, permet également de valider la qualité d'un modèle 3D créé à partir de nuages de points. Pourquoi utiliser cette technique de clash? Puisque c'est une technique qui va vous permettre de mettre en évidence assez rapidement des zones problématiques. Éviter des erreurs de design coûteuses avant le lancement des travaux. Avoir une meilleure planification de vos projets. Avoir des modèles 3D BIM centralisés et aligner différents éléments MEP, structurels et intérieurs. Voyons ici un petit cas concret. Un cas où des outils de capture de la réalité ont été utilisés sur un chantier de construction et nous allons voir ensemble la manière dont le Building Information Modeling a pu puiser et utiliser cette donnée issue de la capture de la réalité. Ici, nous avons un site en construction à capturer au cours d'une phase d'acquisition et un certain nombre de positions de scan ont été réalisées, à peu près 6, ce qui représente à peu près un peu moins de 20 minutes de scan. Une fois la phase d'acquisition réalisée, on voit de petits triangles qui correspondent aux positions de scan sur le terrain. Nous obtenons un nuage de points propre et non bruité, et où même la possibilité d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle reste possible sur le terrain pour supprimer les passants sur le terrain ou les éléments mobiles. Sur l'image de droite, nous voyons une coupe à 1 mètre du sol qui est faite et qui permet de voir sous forme de vue de dessus la phase d'acquisition terrain. La première étape, c'est de prendre cette capture de la réalité que nous avons captée sur le terrain et de l'importer dans un logiciel de modélisation. Dans notre cas, ce fut Revit, pour construire rapidement un modèle as-built. Il est possible de faire des limit box qui intersectent le nuage de points et le modèle 3D. Et très rapidement, on est capable de réaliser cette fameuse détection de clash pour voir les zones où potentiellement la maquette 3D possède des incohérences vis-à-vis de la réalité observée sur le terrain grâce à ces outils de capture de la réalité. L'analyse surfacique reste aussi un outil très important, puisqu'ici, vous allez être capable d'analyser par exemple le pilier que nous voyions tout à l'heure et qui a été modélisé, d'analyser sa surface et de sortir une carte de déviation
avec bien entendu des tolérances paramétrables. Ici, par exemple, vous voulez vérifier si la verticalité du pilier est correcte. Vous voulez vérifier si la surface de béton est homogène. La même approche peut être faite également si vous voulez vérifier un radier en béton, par exemple. De la même manière, les outils de capture de la réalité nous aident à améliorer notre point de vue entre la réalité et la maquette 3D, le tout sous un consensus d'une maquette unique au format BIM. Enfin, j'aimerais aborder un point avec vous également qui est important. Nous avons vu au fur et à mesure de cette présentation qu'il y a un certain nombre d'outils de la capture de la réalité qui permettent de capter en 3 dimensions notre environnement, à l'échelle d'un building, d'un bâtiment, d'une ville ou d'un pays. Nous avons vu aussi que la maquette BIM a une importance dans le consensus adopté sur un projet et dans son état d'avancement. Il est tout à fait clair que la valeur ajoutée et l'importance de ces deux concepts restent clés. Mais qu'en est-il d'autres technologies? On a souvent le raccourci de penser que le BIM, c'est du scan, ou le scan, c'est du BIM, que le BIM, c'est du drone, et ainsi de suite. Mais il existe d'autres technologies que les topographes, par exemple, utilisent au quotidien et qui ont une importance aussi dans ce concept et dans ce workflow capture de la réalité BIM. Ici, je parle d'instruments topographiques et peut-être qu'il y a des topographes connectés, tels que des stations totales ou des systèmes de positionnement par GNSS ou satellite. Lors de la construction d'un ouvrage, le topographe souvent possède une part importante dans les implantations, mais aussi les recollements. Cette pratique, aujourd'hui, vous allez me dire, existe depuis tout temps, bien entendu. Mais comment l'aborder à l'ère du digital? À l'ère où une seule et unique maquette trouve un consensus commun entre maîtrise d'œuvre, architecte, topographe ou encore propriétaire. Pour répondre à cette problématique et boucler le process BIM, il est possible aujourd'hui d'importer directement une maquette 3D au format IFC dans son instrument topographique. Très rapidement, par exemple, des outils Autodesk vers des outils de relevé topographique. De ce fait, le topographe sur le terrain en charge de réaliser l'implantation, par exemple, des voiles ou des massifs ou du radier, n'a plus besoin de faire des exports ASCII. Il est capable d'implanter directement les éléments de sa maquette 3D que vous voyez à l'écran, qu'il sera capable d'importer dans son instrument topographique toujours en 3D, sans perte d'information, et ainsi boucler la chaîne de valeur sur le terrain, de la capture de la réalité vers le processus BIM complet en passant par ces outils d'implantation. Donc il est important aujourd'hui de bien mettre en exergue que la capture de la réalité, au travers de différentes technologies, a une importance et une valeur considérable dans le processus Building Information Modeling. Souvenez-vous qu'il y a 3 composantes dans ce process-là, qui ont chacune d'elles une importance, si ce n'est égale, dans le succès et dans la réussite d'un procédé. Aujourd'hui, ces processus sont de plus en plus utilisés et il est vrai que tous les projets qui existent en fonction du pays où vous vous situez, et je prends le cas de la France par exemple, aujourd'hui pour des projets qui ont un certain montant initial, eh bien, le BIM est totalement adopté et obligatoire dans certains cas pour permettre de gagner en productivité et bien entendu réduire les coûts de construction tout en minimisant les risques d'erreurs sur le terrain. Donc ainsi s'achève ce petit talk. Je n'ai pas voulu faire une présentation très longue comme cela peut être dans certains cas, puisque je voulais laisser la parole aussi aux personnes connectées. La capture de la réalité, c'est un vecteur important aujourd'hui dans le processus BIM. Plus que jamais, capitalisons ensemble sur ces bienfaits et faisons du BIM
un succès en Afrique. Je reste joignable si vous avez des questions supplémentaires et je vais regarder dans le chat actuellement si un certain nombre de questions ont pu circuler depuis tout à l'heure et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Est-ce qu'on peut poser des questions directement par audio? Bien sûr, c'est possible. Si vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Ok, je m'appelle Mohamed Doumbouya, je suis ingénieur topographe de l'IAV et actuellement je suis professionnel dans la topographie au Canada. Et, en fait, j'avais deux questions. La première question, c'était par rapport à la détection des clashs entre le relevé de scan 3D et puis le modèle, la conception, la maquette conçue au bureau. Mhm, En fait, la question concernait le processus de corrélation entre le nuage de points et le modèle 3D. mhm. Est-ce qu'il s'agit en fait d'avoir les deux données dans un même système de référence pour pouvoir avoir une parfaite corrélation, ou bien il s'agit d'un recalage dans le sens qu'on va superposer par exemple le nuage de points au modèle 3D. Dans ce cas, on pourrait se poser certaines questions par rapport à la fiabilité du recalage, puisqu'il s'agit de déplacer le nuage de points sur le modèle 3D, etc. Donc, la question, c'est par rapport à cela. Et ça, c'est la première. Je pourrais vous laisser répondre. Ouais, je vais répondre, ce sera plus simple. OK. C'est une question qui est très. Je vous remercie déjà pour la question. C'est une excellente question où, malgré tout, vous avez donné la réponse vous-même et dans un ordre très posé et très pragmatique. Alors aujourd'hui, quand on fait un scan ou qu'on utilise un outil de capture de la réalité, souvent dans les phases initiales de traitement, il y a une phase de géoréférencement qui nous permet de ramener le nuage de points dans un système de coordonnées particulier. La meilleure méthode aujourd'hui, c'est que le nuage de points soit dans le même système de coordonnées et donc géoréférencé dans le même système que la maquette. Pourquoi? Parce qu'un scan 3D, ou on va dire la majorité des outils de capture de la réalité, scannent à l'échelle. On ne fait pas de mise à l'échelle ou de distorsion. Donc c'est important que le géoréférencement du nuage de points soit fait et que la maquette soit en elle-même dans le même système de coordonnées. Puisque quand vous arrivez après dans la phase traitement bureau, si le travail est bien fait, vous allez superposer automatiquement la maquette sur le nuage de points. Alors, j'ai déjà vu par le passé la deuxième approche dont vous parliez, du recalage un peu manuel. C'est une approche qui marche malgré tout, mais qui, en mon sens, reste moins précise puisqu'elle va potentiellement induire des erreurs de recalage ou de manipulation humaine lors du processus de recalage entre la maquette et le nuage de points. Oh, c'est parfait. Et la deuxième question, c'est, comme vous le savez, dans le processus de la modélisation de la réalité capturée vers le modèle ou la maquette 3D, il y a une phase qui prend extrêmement un temps, disons, dans le processus de traitement. C'est la phase de modélisation, c'est-à-dire Mhm, passer du nuage de points à tirer, à extraire une forme, une mhm, représentation des éléments. Je me mhm. demande, est-ce qu'il y a, sur Laika, par exemple, il y a des logiciels qui permettent d'automatiser plus ou moins cette phase-là. C'est sûr qu'après, on va apporter des touches pour modifier certains éléments, mais est-ce il y a une possibilité déjà il y a des algorithmes d'extraire automatiquement les formes ou les murs, par exemple, ou les toits, les portes, déjà les extraire pour nous économiser du temps dans cette phase du modeling. Tout à fait. Alors, c'est une excellente remarque, hein, de nouveau. Alors, quand on parle de modélisation, il y a plusieurs domaines. C'est vrai qu'on va pouvoir parler de modélisation, par exemple, de bâtiments, où là, à juste titre, hein, c'est des murs, des pans de murs, des radiers, des voiles, des portes. Et il y a aussi la modélisation, on va dire, potentielle de primitives industrielles. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de technologies logicielles. Et honnêtement, on connaît un boom assez impressionnant de cette avancée de détection, puisqu'aujourd'hui, il y a des outils de détection semi-automatique, voire automatique, de murs, de portes, de fenêtres, de tuyauterie, de charpentes métalliques. Ce sont des choses aujourd'hui qui existent déjà. Après, c'est toujours jusqu'où est-ce qu'on souhaite pousser cette intelligence software dans
dans le pourcentage of achievement de cette courbe-là, en fait. Est-ce que je vais me rapprocher de quelque chose qui me modélise à 100% les éléments, ou est-ce que je vais me rapprocher de quelque chose qui va me modéliser entre 80 et 90%? Mais oui, pour revenir à votre question, il y a des choses qui existent, et il y a différents logiciels qui existent, soit chez nous, soit chez d'autres confrères, pour mener à bien ces étapes-là. Après, c'est du cas par cas, on va dire. Merci. Bonjour, est-ce que je peux poser ma question? Avec grand plaisir. Je m'appelle Abdou Diouf, je suis sénégalais et je travaille ici aux États-Unis. Je travaille dans une Sunveo, c'est une entreprise de construction ici à Los Angeles. C'est vraiment magnifique votre présentation, donc c'était éblouissant. Mais j'avais juste une suggestion pour le collègue qui a passé tout à l'heure. Donc, ma première question, c'est par rapport à la déviation que vous avez mentionnée. Donc, pour cette déviation, est-ce qu'il y a une valeur universelle dans le domaine de la construction qu'on utilise en général pour dire que ça c'est critique ou bien cette déviation n'est pas critique? Est-ce qu'il y a une valeur universelle? Est-ce qu'on parle de la déviation liée au recalage dont on parlait tout à l'heure avec notre cher collègue de la première question, ou on parle de la déviation que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, sur les éléments métalliques? C'est par rapport au as-built. D'accord. Alors, par rapport au as-built, ça va vraiment dépendre de votre tolérance à vous. C'est souvent des choses qui sont dans le cahier des charges aussi. Par expérience, et je l'ai vécu en France, hein, on a souvent eu des étapes où le client final nous disait, voilà, mon as-built ne doit pas dévier de la réalité ou vice-versa à plus de, je dis une bêtise, 6 ou 7 mm. Et c'était souvent le client final ou le maître d'œuvre qui positionnait ces valeurs-là de déviation comme étant un maximum. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'était arrivée à Monaco il y a plus d'une dizaine d'années. Il y avait une grande tour en construction, hein, futur hôtel, 20 000 euros le mètre carré, hôtel particulier, 20 000 euros le mètre carré, et j'ai été appelé pour scanner tous les étages. Et c'était du béton fini. Et en gros, eh bien, on scannait tous les jours et on comparait le scan avec le as-built. Dans la mesure où le mètre carré était très cher, eh bien, on devait vérifier l'état du radier et l'état des voiles béton, puisque on comprend après qu'il y a les ouvertures de portes, de fenêtres qui doivent venir s'insérer dessus et tout le reste. Le client final ne pouvait pas se permettre de raboter, parce que c'était malgré tout un très grand hôtel, et donc il nous avait imposé une tolérance de 4 mm entre le nuage de points scanné à la date T aujourd'hui et le as-built. Il nous a imposé cette tolérance-là qui lui était imposée et dictée dans le cahier des charges. Et à chaque fois qu'on passait faire du scan, donc capturer la réalité, on utilisait un logiciel sur le terrain qui nous mettait en évidence tout ce qui était hors tolérance à plus de 4 mm avec un code couleur assez strict qui était rouge. Et donc là, très rapidement sur le terrain, on voyait ce qui était hors tolérance ou sous tolérance. Donc, il n'y a pas de règle universelle, honnêtement. En théorie, ce sont des choses qui sont dans les contrats ou dans les cahiers des charges le plus souvent, et dans les clauses techniques aussi, et qui sont liées aussi à ce qu'on construit. C'est sûr qu'on n'impose pas la même précision sur un bâtiment simple que sur une piste d'aéroport, par exemple, ou sur, je dis une bêtise, malgré tout, c'est des exemples que j'ai vécus dans le passé, ou quand on scanne le dôme d'un réacteur nucléaire. Donc tout ça, ça va vraiment dépendre du projet, en fait. Il n'y a pas de valeur universelle pour le moment. Okay. Pour ma deuxième question, avant de demander cette question, je voulais juste intervenir concernant cette question pour la modélisation des points cloud ou bien du nuage de points, c'est-à-dire pour
en fait, modéliser le point cloud, on utilise en général Revit. Bon, chez nous ici, on utilise ça très rapidement, donc ça dépend de ce que vous voulez modéliser, en fait, des tuyaux, des fenêtres, tout ce que vous voulez modéliser. En tant que, si vous avez les points cloud dans Revit, bon, c'est facile de faire la modélisation, en fait. Ça, c'était une remarque. Mais pour la deuxième question, je voulais savoir, en fait, si vous n'avez pas, par exemple, de control point pour ce qu'on appelle le georeferencing, Oui. si vous n'avez pas, par exemple, de control point, est-ce qu'il y a une autre méthode efficace pour en fait, interposer ou bien référencer, par exemple, le point cloud ou bien le point de nuage de points? Le nuage de points avec la maquette, vous voulez dire? Oui. Bah, généralement, si vous n'avez pas de control point ou autre, la plupart du temps, on peut utiliser, dans ce cas-là, il y a deux approches. Et soit vous allez utiliser des points de calage sur des coins de porte, sur des coins de mur et des éléments communs qui sont à la fois scannés et qui sont à la fois sur le as-built. Soit il y a aussi des logiciels qui permettent d'utiliser non pas juste quelques points particuliers, mais aussi des surfaces. Et c'est un peu du cloud to cloud, mais avec une notion de surface et de nuage de points. Bon, en général, moi, j'utilise en général Navis, c'est-à-dire si j'ai par exemple le modèle, j'amène ça dans Navisworks et après que j'ai fini de scanner, ce que je fais, c'est que j'amène le as-built model sur Navis et je vais me référer sur par exemple, les poteaux structurels et prendre les points et en fait faire le georeferencing. Mais ça, en général, mon superviseur me dit que c'est pas vraiment efficace. Peut-être il y a un autre non, moyen. après, il faut trouver un juste milieu entre l'efficacité et surtout la précision. Parce que pour l'avoir vécu, c'est des étapes où si c'est mal fait, vous pouvez très vite perdre en précision en fait. Et après, si vous êtes amené à faire, par exemple, une analyse de déviation ou une analyse de dispersion entre un nuage et un modèle, eh bien, vous ne saurez pas si l'erreur de déviation, elle est réelle ou si elle inclut aussi une erreur de corrélation ou de recalage entre le nuage et le as-built. Et c'est ces points-là qui sont très, on va dire, très importants à prendre en considération aussi. Ok, c'est bien. Merci pour avoir Avec grand plaisir. cette question. Merci. Alors, j'ai une question sur le chat. Quelles sont les limites du scan 3D? Le scan 3D ne peut scanner l'intérieur d'un bâtiment dans le cas d'une construction existante. Alors, ce qui est important sur le scan 3D, alors je me permets de le rappeler pour ceux qui ne le savent pas forcément, mais le scan 3D ne scanne que ce que vos deux yeux voient. Donc, ça ne passe pas à travers les murs, ça ne passe pas à travers le sol. Pour cela, il y a d'autres technologies comme du géoradar ou de la tomo. Donc, les limites du scan 3D aujourd'hui, bon, on atteint quand même des niveaux d'utilisation qui sont assez fantastiques aujourd'hui. Et je fais du scan quand même depuis plus de 10 ans et c'est vrai que l'évolution est assez impressionnante. Donc, aujourd'hui, on va plus vite, on est plus précis, on est plus rapide. C'est devenu extrêmement portatif et léger. Les temps d'acquisition se sont extrêmement raccourcis. À l'époque où je faisais du scan, moi, j'avais un scanner qui pesait plus de 20 kg, j'avais deux batteries qui pesaient 30 kg, j'avais besoin d'un PC. Aujourd'hui, on pilote un scanner avec un smartphone. Donc, ça a plutôt bien avancé. Maintenant, les limites, eh bien, les limites du scan, ça va vraiment être sa portée, sa précision. Et c'est pour ça que le choix aussi d'un scan 3D est très important en fonction des projets que vous avez, mais aussi des projections que vous avez en tête sur les types de projets que vous voulez travailler. Donc, pour répondre à la question, un scan peut scanner à l'intérieur d'un bâtiment, même si c'est un bâtiment ou une construction existante, ce n'est pas un problème. Après, bien entendu, le scan ne voit que ce que vous voyez. Donc, dans le bâtiment, il faut évoluer de pièce en pièce ou d'étage en étage. Pas d'autres questions? En tout cas, je vous invite à rester connecté avec moi sur LinkedIn pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je poste assez souvent et je réalise des articles. Et ça vous permet un peu de suivre aussi l'actualité, de la capture de la réalité
appliquée au BIM et à bien d'autres domaines aussi. Je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que le contenu vous aura plu. Je remercie les participants, je remercie les personnes qui ont posé des questions, je remercie BIM Africa également. Et restons connectés. Merci. Merci bien. Merci, au revoir.